peu près tout ce qu'on aborde a un lien avec les affects, c'est sûr et certain. Parce que tout ça va créer va procurer en tout cas des émotions positives ou négatives. Parce que, par exemple, si on mange trop ou si on tombe dans la décompensation alimentaire, bien là, on pourrait se sentir coupable ou honteux ou gêné, par exemple. Mais, ou si on a des troubles gastriques à cause de ce qu'on a ingéré, on pourrait se sentir gêné ou on pourrait se sentir honteux. Ça serait probablement le bon terme. Mais si on y va au niveau des fonctions, donc, pourquoi je l'utilise, c'est pas pour me sentir coupable. Alors, pourquoi je l'utilise? A priori, ça a beaucoup d'impact affectif parce que ça répond à beaucoup de besoins. Et ça stimule, et quand les besoins sont répondus, bien, ça stimule les émotions. Ça vient beaucoup ensemble. Donc, ça permet notamment, comme fonction, la célébration et la joie. La célébration, en fait, c'est l'idée ou le rituel ou la façon de reconnaître, de valoriser, de mettre de l'avant, de mettre en lumière, de bonifier ou d'optimiser quelqu'un, quelque chose, une situation, soi-même, peu importe. Alors, souvent, dans les célébrations, que ce soit, par exemple, une naissance ou que ce soit une diplomation, ou, souvent, dans les célébrations, on va avoir de la nourriture, on va avoir un gâteau. Hein? Même pour une fête, généralement, on va associer ça avec un gâteau. Fait que vous comprenez que ça fait le lien avec la psyché. On va souffler la bougie sur le gâteau. Souvent, on va avoir besoin d'un dessert après un repas copieux. Il y a des choses comme ça. Un repas de fête, par exemple, on va associer le dessert ou le gâteau, ou peu importe, comme étant comme l'emblème de la célébration. Au niveau, par exemple, d'une retraite, souvent, on va offrir une bouteille de champagne ou des gros événements de vie. Parce qu'on est dans la joie, dans la béatitude, dans le bonheur, dans le contentement. Les célébrations, ils servent souvent à se faire sentir... C'est dans honorer, hein? C'est dans le sentiment d'honorer l'autre, soi-même ou peu importe. Alors, c'est beaucoup un acte de reconnaissance. Bien, tout ce que j'ai énuméré là, ce sont des affects. Parmi les autres fonctions, une des plus importantes, je vais vous dire, les plus prisées, dans l'utilisation de la nourriture, c'est l'apaisement de l'anxiété. La nourriture, c'est souvent quelque chose qui calme, qui va calmer le corps, qui va calmer l'esprit, que ce soit par la distractivité qu'on vient de parler. Mais pendant que je suis distrait à autre chose, je ne suis pas focus sur ce qui me dérange. Mais ça a un effet calmant, ça réduit mon anxiété. Un autre exemple, si, et on va le voir quand on va rentrer dans la dimension corporelle, mais si... Mon système parasympathique est activé, donc, puis que je suis toute régulée, puis toutes mes sensations de satiété sont en moi, ça va stimuler toutes les neurones de dopamine, la sérotonine, toutes les neurones, en tout cas les fonctions cérébrales qui procurent une sensation de bonheur et cela, bien, ça réduit l'anxiété. De même, parce que ça a des fonctions réconfortantes, parce que ça a des fonctions orales, manger ou boire, peu importe, ce sont les premières choses qu'on a fait quand on est venu au monde. Hein? C'est dans nos premières activités. Donc, il y a quelque chose qui est rattaché sur le plan des affects au niveau de la sécurité. Manger, boire du lait quand on était petit, ça nous assurait d'être en vie. Alors, c'est une façon de se rassurer, de se sécuriser. Maintenant, qu'est-ce qui calme l'anxiété? Bien, c'est le sentiment de sécurité habituellement. L'anxiété, je ne reviens pas sur ces notions-là, on les a vues beaucoup, mais dans l'anxiété, il y a la peur, il y a le doute, il y a l'insécurité, il y a l'inquiétude, il y a l'incertitude. Alors, bien, on a des besoins de sécurité, de certitude, de rassurance. Et la nourriture, sa première fonction quand on est bébé, c'est celle-là. Donc, automatiquement, ou presque,
quand on utilise la nourriture ou un breuvage quelconque, par exemple, après un moment donné où on est très stressé, on est très fatigué, on a dépensé l'énergie pour quelque chose qui nous préoccupait beaucoup, soit on va se faire une tisane, ou on va se faire un thé chaud, et de tenir, juste de le tenir, puis de se dire, ça va faire du bien, le sentiment du chaud qui descend dans l'œsophage, par exemple. Souvent, quand on a besoin, on va dire, je vais manger de la nourriture qui me calme, je vais me faire une soupe, ou je vais me faire... Parce que ça m'apaise. Ou inversement, on va être porté à manger gras ou sucré ou peu importe, et parce que ça donne un effet apaisant. Parce que le gras, en fait, c'est quand même c'est quand même quelque chose qui j'ai le mot camoufle qui me vient en tête, mais qui crée comme une barrière, bon, ce serait le bon terme, qui crée comme une barrière de réchauffement. Eh bien, cette barrière de réchauffement-là, elle est apaisante. Alors, tout ce qui procure une sensation d'apaisement calme l'anxiété, puisque l'anxiété est plus une alarme, une alerte. Donc, l'apaisement vient calmer ça. La nourriture, puisqu'elle est apaisante, elle calme l'anxiété. Alors, beaucoup de personnes vont manger quand ils sont anxieux. Les gens vont dire, je mange mes émotions. Quelle? Et c'est souvent l'anxiété. Et les gens disent, quand je suis trop stressée. Non, mais quand ton stress commence à déborder en anxiété, par exemple. Donc, tu es en train de chercher une sensation d'apaisement. Qu'est-ce qui t'apaiserait autrement? Parmi les autres fonctions, bien sûr, mais c'est de celle de procurer du plaisir. La nourriture, c'est à cause que ça stimule nos pupilles gustatives, parce que ça stimule nos sens. Il y a des arômes. Hein? Moi, personnellement, quand je me coule une tasse de café le matin, là, c'est automatique. Je fais couler le café et je sens les arômes. Tout de suite, je ressens du plaisir parce que je me dis, ça va être bon. Parce que ma psyché, parce que le lien est là aussi, la psyché va tout de suite dans l'anticipation d'une sensation que j'apprécie, d'un goût que j'apprécie. Alors, l'appréciation procure du plaisir parce que manger quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie, ça rend joyeux parce que c'est satisfaisant, parce que c'est stimulant. Et pour toutes ces raisons-là, ça procure du plaisir. Ça procure également du plaisir parce qu'on échange, on revient avec les liens sociaux, par exemple. Bien, il y a une sensation de plaisir associée à partager des bons moments avec d'autres personnes ou à échanger autour d'un repas avec quelqu'un d'autre. Ça procure du plaisir aussi quand, par exemple, on s'est fait un bon repas, ou on s'est fait un repas et on apprécie. On apprécie ce qu'on goûte ou on apprécie ce qu'on voit, ou on est content des résultats. Donc, à différentes sauces, je vous dis sans faire un jeu de mots, ça va générer du plaisir pour toutes ces raisons-là. La nourriture, elle est aussi beaucoup utilisée pour réconforter et consoler. Peine d'amour, par exemple. Souvent, on va avoir tendance à manger des aliments à haute teneur en calories. Parce qu'on va avoir tendance à manger, on va voir ça souvent, là, on va prendre un verre de trop ou on va manger un dessert de trop. Parce qu'on a cette peine-là ou cette carence affective-là qui surgit subitement, elle envoie une nécessité de recevoir quelque chose de plus intense rapidement. Alors, la nourriture, puisqu'elle elle donne beaucoup d'énergie, c'est une principale source d'énergie, et les aliments sucrés ou salés à haute teneur en sucre ou en gras, c'est-à-dire vont générer encore plus d'énergie et cette sensation-là, on va la ressentir rapidement. Donc, ça va créer un effet réconfort, une espèce de à l'intérieur. Souvent, les gens vont s'en servir comme consolation. Par exemple, il y a des gens qui vont confondre besoin d'amour et besoin de nourriture, par exemple. Même chose pour les breuvages, on s'entend. Il y a quelque chose de très réconfortant aussi parce que au tout début, on en revient encore au tout début, quand le bébé pleure, par exemple, qui reçoit le sein ou qui reçoit la bouteille,
il se calme. Et ça, c'est très réconfortant. Et c'est associé avec un donneur de soins. C'est pas juste le fait d'apaiser les besoins, c'est le fait qu'il y a un donneur de soins qui vient avec le biberon ou avec le sein. Donc, ça crée un réconfort parce qu'il y avait une chaleur corporelle associée. Donc, l'effet réconfortant et de consolation vient avec la nourriture, même si ce n'est pas quelqu'un qui l'apporte maintenant. Le cerveau a fait cette association-là. Donc, il y a quelque chose qui est resté de ça. Donc, c'est pour ça que quand on mange ou quand on est triste ou quand on est déçu ou quand on est perturbé, par exemple, et qu'on mange, ça fait l'effet un peu douillette, là, un peu réconfortant. Ça fait le lien aussi avec l'expression d'amour et de soin. Quelqu'un qui est malade, par exemple, que je pourrais donner comme exemple. Quelqu'un qui est malade, on va avoir tendance à lui préparer des plats. On va avoir tendance à lui faire une soupe. On va avoir tendance à passer par la nourriture, à utiliser la nourriture pour faire du bien à l'autre. Même chose quand nous, on est malade. Les gens ont tendance à nous offrir de la nourriture, par exemple. C'est une façon de... je t'ai préparé un petit repas. Quand nos enfants quittent la maison, on va avoir tendance à leur faire des petits plats préparés. On va avoir tendance à faire leur épicerie. C'est une façon de dire « je t'aime et j'ai envie de prendre soin de toi. Je veux m'assurer que tes besoins sont bien comblés. Je vais essayer de décharger à ta détresse, par exemple, ou à ton stress. J'aimerais ajouter à faciliter ou à optimiser ta qualité de vie. » Bien, ça, c'est une expression d'amour et de soin à l'autre. Où c'est fait comme ça pour soi. Alors, on utilise beaucoup la nourriture pour faire ça. La Saint-Valentin, la fête de quelqu'un. On va donner un chocolat, par exemple. On va emmener au restaurant. Quand on veut gâter quelqu'un, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène au restaurant. On lui fait un bon repas. Il y a quelque chose qui passe beaucoup par l'utilisation de la nourriture pour exprimer un sentiment d'attachement à l'autre et pour pouvoir prendre soin de l'autre, ne serait-ce que pour alléger peut-être la journée de quelqu'un. Bien, c'est aussi quelque chose qu'on fait pour soi-même parfois. Et là, je fais le lien avec le sentiment de réconfort et de consolation qu'on venait de voir précédemment. Où est-ce que, bien, si je le fais pour moi, me faire un bon repas, m'offrir une bouteille ou... Bien, c'est comme si je prenais un peu soin de moi. C'est comme si je m'offrais de l'amour à moi parce que j'ai pris le temps de choisir un aliment que j'aime, que ce soit aller chercher quelque chose au restaurant ou faire venir quelque chose de restaurant, par exemple. C'est le même geste où ce que je suis en train de me traiter avec soin. Je suis en train de faire quelque chose pour moi, pour me faire du bien ou pour me réconforter. Donc, c'est comme si je me disais à moi-même à ce moment-là, bien, je t'aime. Voici, je vais faire quelque chose qui va te plaire. La nourriture, ça a aussi une fonction très nostalgique. Parce qu'on crée des associations. C'est sûr que, comme je vous avais dit, hein, il y a le lien entre la psyché et le corporel. Il y a des associations qui sont psychiques. Par exemple, un certain mets pourrait être associé. Souvent, les gens vont dire « Ah oui, mais la sauce à spaghetti ou le couscous ou le gâteau au chocolat, ou c'est celui de ma mère le meilleur, celui de ma grand-mère. » Il y a une association qui a été faite où on ne peut pas faire, on peut pas faire du gâteau sans sucre, par exemple. Parce que c'est comme ça que j'ai appris à le faire. Puis comment j'ai appris à le faire, j'aimais ça. On a fait ces associations. On a fait des associations corporelles aussi, bien sûr. Par exemple, un arôme. Ben, des fois, les gens vont dire « Ah, ça sent ma grand-mère, ça sent mon grand-père. » Il y a des associations comme ça. Donc, ça a un impact nostalgique et sur le plan affectif parce que ça fait un éveil de souvenirs. Que ça fasse un éveil de souvenirs psychique ou un éveil de souvenirs corporels, n'empêche qu'il y a un éveil de souvenirs. Je retourne là à mon association, à ma référence précédente. Donc, si je retourne à ma référence antérieure, je suis dans mes souvenirs, je suis dans ma mémoire. Et quand je suis dans la mémoire et dans les souvenirs, ça peut me rendre nostalgique. Souvent, ça va créer un effet de nostalgie. Donc, c'est aussi une façon d'aller se reconnecter à quelque chose qui nous manque, par exemple.
La nostalgie, c'est un éveil de quelque chose qui faisait bon, qui faisait du bien à une certaine époque ou à un certain moment. Et parce qu'on utilise souvent la nourriture pour se regrouper ou pour prendre soin ou peu importe, bien, fort à parier que le nombre, la quantité, pas fort à parier, mais la quantité d'expériences qu'on a avec autrui, la quantité de souvenirs qu'on a développés avec les autres sont rattachés à quelque chose qui gravite autour de la nourriture, que ce soit une sortie, que ce soit une expérience, que ce soit un restaurant ou que ce soit un mets partagé ou une recette qu'on a appris ou qu'on reproduit. C'est rattaché à quelque chose qu'on a encodé comme étant positif pour soi et qui a fait bon et qui nous manque en ce moment. Donc, quand on le retrouve via la nourriture, c'est comme si on retrouvait une partie de ça. Et ça, c'est apaisant aussi et réconfortant. La nourriture, elle peut aussi être utilisée pour créer une espèce de coupure affective. Alors, autant on vient de voir les différentes façons d'utiliser la nourriture pour générer des émotions. Parfois, la nourriture, elle est utilisée pour ne plus ressentir les affects, donc les émotions, les sensations, les besoins qui sont logés en nous. Quand il y a une suralimentation, ou quand il y a des aliments qui sont à peu près, pas à peu près, mais qui sont très difficiles à digérer, par exemple, ou à procéder pour une personne, il va s'en suivre, en tout cas, va être généré par ça un amalgame de maux physiques habituellement. Ça peut même parfois projeter dans un état de lourdeur importante et de fatigue. Donc, on n'arrive même plus à penser à... On ressent des malaises et puis on attend que ça passe. Et à ce moment-là, quand on est dans les malaises physiques, par exemple, quand on a des troubles gastriques, on n'est pas en train de se demander si on a besoin d'amour. Il y a une coupure qui se fait à ce niveau-là. Même chose, on n'arrive plus à réfléchir à nos soucis. On n'est pas en train de se dire, oui, demain, il ne faut pas que j'oublie de répondre à un courriel, là, oui, il faut que j'appelle mon ami, je ne sais pas comment mon père va aller, parce qu'on est dans le « ah, j'ai mal partout ». Ça permet de se couper de certaines pensées et ça permet notamment de se couper de certaines émotions et ou besoins. Même chose quand il y a une suralimentation ou quand il y a des aliments difficiles à digérer pour quelqu'un, le système, et là je fais le lien avec le corporel, mais le système va diriger son attention et son énergie à procéder tout ça. Et ça fait une espèce d'effet un peu, c'est comme une mise en veille du reste du système. Un peu comme un ordinateur qui est en train de faire une mise à jour. On n'est pas capable d'utiliser les autres fonctions qui sont dans l'ordinateur. Et pourtant, ils sont là et il est fonctionnel. Mais tant que la mise à jour n'est pas faite, on perd accès. Bien, ça fait ça dans notre système aussi. Donc, ça va permettre de ne plus... Alors, beaucoup de gens vont utiliser ça quand ils vivent beaucoup d'émotions, vont utiliser... je me souviens d'une dame encore qui était en consultation avec moi qui disait... moi, quand j'arrive tant que je suis au travail, ça va bien. Je me sens bien, puis j'ai pas de problème, puis je contrôle super bien mon alimentation. Quand j'arrive à la maison, là, ça dégénère. Je mange du moment que j'arrive, là, je prends ma douche, je mets mon pyjama et je m'installe. Et là, je mange jusqu'à ce que je dorme. Je tombe endormie, sans même m'en rendre compte, comme un peu semi-comateuse, devant une émission de télévision. Et quand j'explore, parle-moi de la progression à chaque étape, comment tu t'es senti. Et ce qu'elle me dit, au début, je pense, c'est plate chez nous, je suis seule, j'ai personne qui m'a appelée, je me sens comme sans vie. Elle me parle de sa psyché et de ses affects. Et là, elle commence à me dire, puis à un moment donné, je suis concentrée, là, je mange, j'écoute la télé, je suis comme concentrée à ce que je fais quand elle me parle de sa distractivité. Puis là, elle me dit, puis à un moment donné, je suis comme juste... tellement lourde. Mon corps, là, je n'ai même plus l'énergie de me lever pour aller à la salle de bain. Mon corps est juste très, très lourd. Quand mon corps devient lourd comme ça, là, je me sens que la fatigue arrive, fait son chemin. Puis ça me permet de juste me laisser aller. Puis là, je me demande comment tu te sens à ce moment-là. J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est le but recherché? Oui. Oui, parce que sinon, quand je ne suis pas dans cet état-là, qu'elle me répond, quand je ne suis pas dans cet état-là, j'arrive pas à dormir parce que je suis dans toutes sortes d'émotions.
et dans toutes sortes de pensées. Mais quand mon corps est en mise en veille, j'arrive, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien, ben là, je me laisse porter. Alors, ça permet une coupure affective, une coupure avec les affects, ceci dit. Assurément, tout ça est supporté par la dimension corporelle. Tout est intrinsèquement lié. Là, on va regarder au niveau plus spécifique par rapport au corporel, mais on va venir lier tout ça.